Et je passe la parole à Jean-Louis Fournel. Alors, moi, le cahier des charges, c'était tu dois parler des états généraux et des assises. En gros, de toutes nos illusions, des formes de manipulation, de malentendus, de déception, de manœuvres qui se sont accumulées depuis qu'on a pratiqué ce genre de sport dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de tout, je vais me centrer essentiellement sur deux cas, les deux cas les plus récents, mais qui font partie de notre vie à nous tous, mais pour les gens les plus jeunes ne font pas vraiment partie de leur référence. Là, il y a un problème générationnel dans le mouvement qui est important, c'est que nous, on a été structurés par les désillusions de Grenoble 2004, alors qu'il y a des gens qui sont ici et qui étaient tout petits en 2004, et on va pas leur reprocher, mais ça peut servir peut-être de se rappeler des choses qui se sont passées à ce moment-là. On aurait pu commencer par 81-82, par une autre conférence sur l'enseignement supérieur qui a été probablement la plus acceptable et probablement la moins critiquable des trois, puisqu'après il y a celle de 2004 et puis celle de 2012-2013 qui est la plus gigantesque en tourloupe qu'on ait jamais vue, mais celle de 2004 était pas mal non plus. C'est là-dessus que je vais revenir. Alors, ces moments ont en commun plusieurs choses. J'en invoquerai 6. Première chose, poser le fait que les décisions finales seront fondées sur une consultation, voire sur une mobilisation de tout ou partie de la communauté universitaire et de recherche. Donc en dépassant le cadre traditionnel des négociations, et notamment des négociations avec les gens qui sont les professionnels de la négociation, c'est-à-dire nos syndicats. Ça peut poser des problèmes sur lesquels réfléchir. Deuxième point, partir d'un constat partagé, d'une nécessité de changement lourd dans l'ESR, et donc d'une forme de crise ou de lacune de l'existant. Alors là, on est encore face à cela dans la FPPR, puisqu'il y a un moment, un statut qui est accordé au bilan, qui est sans doute celui sur lequel on peut le plus être d'accord. Après, c'est l'analyse qui fait défaut. Troisième point, faire à chaque fois le lien entre trois choses, des réformes d'ordre institutionnel, des revendications concernant le budget et l'emploi scientifique, et, à un degré moindre, une réflexion plus large ou plus vague sur la place de la science et de la communauté scientifique dans la communauté nationale. C'est intéressant que ce troisième point soit en général un peu plus passe sous boisseau. Quatrième chose, poser comme horizon des décisions réglementaires fortes, ou encore le vote d'une nouvelle loi. En général, il y a une nouvelle loi qui suit. Il y en a eu une en 2006, il y en a eu une en 2012. Et se positionner par rapport à la loi précédente. Évidemment, on ne comprend pas l'opération 2012-2013 sans se référer à la loi LRU, et aux promesses de campagne manipulatrices qui ont été faites sur la loi LRU lors de la campagne de François Hollande, par l'intermédiaire de la personne qui était chargée de cette campagne, à savoir M. Payon, assisté de quelqu'un que nous avions eu l'occasion d'éprouver en 2009, puisqu'il s'agissait de Lionel Collet, président de l'Université Lyon 1 et président aussi de la CPU, enfin vice-président, on disait alors, de la CPU lors du mouvement de 2009. Donc, point suivant, donc on posait la nécessité d'une loi à chaque fois. Dernier point, s'inscrire dans une logique d'alternance politique supposée au réel. Ce n'est pas mon propos ici, c'était le cas. À chaque fois, on essayait de dire, bon voilà, on va changer et on va s'appuyer sur un rapport différent politique. Alors, je remarquerai en passant quand même qu'il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en 2009, lors du mouvement des universitaires, la question de faire des états généraux n'a pas vraiment fait partie de nos mots d'ordre. C'est peut-être pas un hasard, mais voilà. En tout cas, je ne pense pas que nous ayons eu tort que ça ne fasse pas partie de nos mots d'ordre. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié un point, dernier point, qui n'est pas le moindre. Dans tous ces phénomènes, on a l'idée qu'on va laisser au gouvernement le soin de trancher en dernière instance, ce qui sera fait et ce qui ne sera pas fait. Ce qui en soi n'est pas problématique sur le plan institutionnel, moi ça ne me dérange pas particulièrement, mais ça pose quand même un problème qui est le problème d'adéquation des décisions aux préconisations des débats. J'en donnerai un exemple tout à l'heure, et de l'absence totale de discussion et de retour a posteriori auprès de la communauté pour débattre de ce degré d'adéquation. Alors cette situation complexe est à l'origine de la plupart des illusions et des manœuvres associées à ces moments singuliers de mobilisation et d'échange.
Elles expliquent par exemple pêle-mêle, sans hiérarchisation des questions qui vont suivre, 1. Une certaine confusion entre des positions institutionnelles, internes à l'ESR ou au gouvernement, et des positions militantes. Alors à cet égard, la constitution des fameux comités d'initiative et de proposition en 2004 en était une magnifique illustration. Deuxième point, l'absence quasi totale de maîtrise par les mouvements, du calendrier et du résultat final, la manipulation des revendications et des constats partageables conduisant à légitimer des décisions d'un autre ordre. Une sorte de déplacement assez intéressant. Point suivant, l'intervention parallèlement aux travaux des rencontres citées, d'élaboration conçue dans d'autres espaces, à savoir les cabinets ministériels, ce qui est attendu, voire compréhensible, mais aussi et surtout la CPU, qui dans les 15 dernières années a revendiqué, hélas avec succès, un statut différent de celui qui était le sien avant 2004-2005. Ce qui l'a conduit, il faut le répéter encore une fois, à inspirer et à coporter toutes les différentes contre-réformes, notamment parce que un point commun à toutes ces contre-réformes, c'est de renforcer le pouvoir des présidents. Et ce que nous appelons dans notre jargon militant, les logiques managériales, nous avons d'ailleurs raison d'appeler ainsi. Point suivant, qui est aussi une des conséquences, le détournement de certaines propositions pour justifier des réformes systémiques dont les effets à long terme sont lourds pour l'ESR. Alors dans cette affaire, il y a deux exemples bien connus, mais qu'il faut rappeler peut-être pour ceux qui n'avaient pas 30 ans ou 40 ans en 2004. Les agences nationales, donc l'ANR et l'HCERES, enfin l'AERS dans un premier temps, qui sont nées en 2006, sont nées en grande partie des débats des États généraux de 2004. Il faut le dire. Voilà. Une des raisons étant que j'appellerais une faute originelle du mouvement était de concentrer le discours sur l'emploi scientifique et les budgets. Entendons-nous bien, per carità, il faut défendre l'emploi scientifique et les budgets. Mais à partir du moment où on pratique, alors là on parle de tactique et de stratégie, une concentration sur ce point unique, on prend un risque énorme de dérapage, de déplacement, de manipulation. Et c'est ce qui a eu lieu, nous le savons très bien, dans ce qui a suivi les États généraux de Grenoble de 2004. L'utilisation du discours sur l'intérêt d'une évaluation régulière de la recherche a étayé la création de l'AERS en 2006. L'utilisation du discours sur la nécessité d'une souplesse plus grande des financements pour la recherche a étayé la création de l'ANR et a légitimé ce contre quoi nous n'avons jamais cessé de nous battre par la suite, à savoir le déséquilibre croissant entre crédits récurrents et crédits non récurrents, dépendant des appels à projets. On ne doit pas oublier non plus que l'acceptation, voire la préconisation des pôles de recherche, va déboucher d'abord sur les presses, antichambres des communes, et des fusions, et de la logique des masses critiques. Je me rappelle d'un président d'université, membre du cabinet de Madame Fioraso, ancien notable du Parti communiste français, excuse-moi Pierre, bon, et en plus un limousin, donc, qui m'avait dit un jour, dans une réunion entre l'intersyndicale à laquelle participait SLU, que je représentais, et le ministère, mais écoutez, il faut quand même dire les choses. Les communes, c'est fait pour que vous fusionniez après. C'est fait, en gros, pour faire passer la pilule de la fusion. Donc, c'était ce qui était dit, tel quel, dans les réunions. Hein. Et tout ça est évidemment lié à la lubie des classements internationaux. Alors, à côté de ce qui est dit et déformé, il y a aussi ce qui n'a pas été dit, et qui provoque des silences bruyants. On peut, par exemple, pointer le fait que dans les assises de 2013, n'a pas eu la place qu'elle aura pu avoir, notamment pour le débat budgétaire, la question du crédit impôt recherche, de ses modalités, de son augmentation massive exponentielle depuis 2007. De même, dans ces assises, n'a pas vu le jour de façon claire et explicite une critique de la multiplication exponentielle des appels à projets et de leurs effets sur la hiérarchie, la nature des sujets de recherche et sur leur temporalité, comme sur les carrières des collègues. Vous voyez à quoi je fais allusion dans les textes de la LPPR qui se souviennent de cela. Ils peuvent aller plus loin puisqu'ils veulent aller plus loin.
Il en va de même, évidemment, de la question de la crise de légitimité de la science qui, comme en 1981, n'a pas du tout été prise en compte et débattue dans les assises de 2012 et 2020. Alors, reste à aborder, s'il me reste encore un peu de temps, dans ce bref balayage de la question, la comparaison rapide des dispositifs qui me semble intéressant, qui ont été mis en place en 2004 et en 2013. En 2004, excusez-moi pour ceux qui savent ça par cœur, mais bon, peut-être le rappeler, les États généraux de Grenoble se sont déroulés à la fin du mois d'octobre et ont suivi plusieurs mois de préparation et se sont appuyés sur ce que j'appellerais un compromis. Quand on fait de la politique, on fait des compromis, c'est pas ça qui pose problème. Après, c'est le contenu du compromis qui peut poser problème. Entre le ministère, d'un côté, qui avait un projet d'assises auquel il va renoncer, et notamment SLR, selon la recherche, qui avait un autre projet d'assises, concocté en accord avec l'Académie des sciences, et notamment avec Étienne-Émile Beaulieu et Édouard Brézin, respectivement président et vice-président de l'Académie des sciences. Et à la suite de ce compromis est construit un débat unique, dispositif qui évidemment n'est pas sans effet sur la suite des débats. À partir de ce lancement de projets communs d'assises, sont mis en place, ce qui en soi est une idée intéressante, une multitude de CLOEG, comités locaux d'organisation des États généraux, souvent organisés à l'initiative de SLR, mais pas toujours, mais souvent organisés à l'initiative de SLR, ce qui évidemment marque la nature, la spécificité, voire les intérêts défendus au sein de ces CLOEG. Chaque comité local discutait de 4 thèmes qui étaient les suivants: recherche et société, organisation et financement de la recherche, acteurs de la recherche, évaluation. 4e thème. Et il avait vocation à élaborer, à faire remonter les propositions, à être représenté au terme du processus aux États généraux. Les débats des États généraux furent suivis de la rédaction d'un rapport remis en novembre, remis au gouvernement, qui donnait lieu en 2005 et 2006 à une loi, la loi de programme pour la recherche de 2006, à toute une série de décrets, je passe, et surtout à la création de l'ANR et puis de l'AERES. Modifié selon une modification parfaitement cosmétique en HCERS en 2014. Je dis modification cosmétique qui faisait partie simplement d'une chose, c'est que pendant la campagne, ils avaient promis, juré, craché qu'ils allaient supprimer l'AERS. Alors ils l'ont supprimé, et puis comme le phénix redescend de ses cendres, voilà, on a eu l'HCERS et avec les résultats. Alors le dispositif des assises de 2012 est légèrement différent, mais encore pire. La maîtrise du processus étant nettement, du début à la fin, entre les mains du ministère et des rectorats, ce qui est assez intéressant, parce que les rectorats avaient été assez peu présents dans le processus de 2004. Le premier créant une commission qui a la charge d'auditionner associations, syndicats, personnalités, et les rectorats sont chargés de rassembler les contributions locales au débat, sur une base de contrôle strict des échanges, ce que l'on appelait les assises territoriales, qui se passèrent uniquement sur invitation-convocation, en vase clos, ce qui permettait effectivement d'éviter trop de dialectique déplaisante au sein des débats. Voilà. À la fin de cela, on a, j'ai bientôt fini, un compte-rendu, fait pas par n'importe qui, par M. Vincent Berger, ancien président, ou à ce moment-là, non, il était président, il était encore président de ça, je ne me rappelle plus, et appelé à de hautes fonctions, et sans doute envisageant encore aujourd'hui des fonctions encore plus hautes. Donc, M. Vincent Berger, rendant compte, on était un certain nombre à être présents, de façon martiale, de la façon dont la communauté serait écoutée religieusement dans ce qu'elle voulait, dans ce qu'elle ne voulait pas. Et prenons comme exemple, je m'en rappelle encore, le fait que massivement, la communauté refusait la logique du Sénat académique. On s'en rappelle tous, le Sénat académique, c'est une lubie d'un autre ancien président d'université, M. Mérindol, ancien responsable du SGENSUP, excusez-moi, mais c'est la réalité, conseiller élyséen de M. Hollande, appelé aussi à de hautes fonctions et de grosses primes dans certaines présidences de connues. Voilà. M. Mérindol voulait absolument un Sénat académique, et M. Mérindol écrivant une partie de la loi Fioraso, on s'est retrouvé avec le CAC, qui n'est rien d'autre qu'une dissimulation du conseil académique, puisqu'on fusionne dans une espèce de gros machin qui ne peut pas fonctionner parce que le quorum n'est jamais atteint, mais ça, M. Mérindol s'en fout, parce que le problème n'était pas là, l'ancien conseil scientifique et l'ancien conseil de la vie universitaire. 30 secondes. OK. Donc, la gestion du dispositif des assises en 2012 est l'illustration éclatante de la prise de pouvoir
des présidents d'université sur le SR et de la vision, par ailleurs, digne des préfets napoléoniens, des ministères utilisant les rectorats, dans quelque chose qui devrait faire plaisir beaucoup à M. Blanquer aujourd'hui, puisque c'est une préfiguration du -3+3 et de l'idée de faire travailler dans une même logique les réformes du lycée et celles de l'université. J'avais d'autres méchancetés à vous dire,